Dans, j'ai envie de dire, l'alphabet des lettres qui caractérisent, qui symbolisent cette reprise économique qui est devant nous, on a parlé dans cette émission, et pas seulement, de la reprise en V qui est rapide, la reprise en U, la reprise en L. Il y a un scénario dont on parle un petit peu moins, mais qui prend de l'ampleur et qui n'est pas spécialement réjouissant, c'est le scénario en W. Bonjour Béatrice. Bonjour. Ça va Béatrice? Très bien. Béatrice très bien. Mathieu. C'est quoi votre petit nom là? Darkwoman, c'est ça? Il y a le W hein, dans Darkwoman. Hein. Darkwoman, voilà, c'est comme Woman. Voilà. Rédactrice en chef à l'Express. C'est vrai qu'on se pose la question, voilà. Vous me disiez, c'est ça, on joue au Scrabble, hein, c'est ça, chez les économistes en ce moment. Hein. Oui, les économistes qui jouent au Scrabble en ce moment, ou les chiffres et les lettres, ça dépend. Alors que le PIB français s'est contracté de 5,8% au premier trimestre. Le second trimestre sera évidemment pire. Mais ça, il faut le rappeler, Béatrice, il sera bien pire, bien pire. Ah mais ça sera bien pire. Et les chiffres là qui circulent, on va avoir une contraction d'un trimestre à l'autre, comprise entre 15 et 20%, sans doute. Et donc tout le monde se dit quel chemin pour la suite. L'après, quel est l'après? Quel est l'après? Quel est le second semestre? Tout à fait, le second semestre de 2020 et surtout l'année 2021. Ouais. Alors dans le Scrabble, il y a plusieurs camps. Il y a les optimistes. Alors c'est les partisans du V. Pour eux, la chute a été très brutale. En même temps, la crise n'est pas endogène. Le système financier est plus solide qu'en 2008 ou en 1929. Et donc, pour eux, la reprise devrait être soutenue, d'autant que les ménages ont accumulé une réserve d'épargne. C'est vrai qu'on a vu que les flux, les placements sur les livrets d'hiver, les livrets A ont progressé de près de 50% sur un an en mars. Et donc, il se dit, il y a une réserve d'épargne et donc un effet déconfinement psychologique positif. Et donc, il y a eu de l'argent mis de côté, mais faut-il encore que cet argent soit dépensé le moment venu? Il y a de moins en moins de fans du V. Hein. Alors, il y a de moins en moins de fans. Plus les semaines passent, moins les partisans du V sont nombreux. Alors, à l'autre extrémité, il y a les pessimistes. Alors, ceux qui parient sur le L. Donc, eux disent, nous ne sommes pas en récession, mais en dépression, avec une chute, évidemment, du PIB, mais aussi un événement déflationniste qui entretient en fait la contraction de la demande et la contraction de l'offre. Donc c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Mais clairement, Béatrice, le L, ça rebondit pas. Le L, pardon, on voit la chute, mais après ça reste en céphalogramme plat. C'est pas très plausible quand même, non? C'est ça. Pardon? C'est pas très plausible que. C'est un phénomène de dépression, c'est-à-dire qu'on ne sort pas en fait. Il n'y a même pas de semblant de rebond et on ne parle même pas de reprise, quoi. C'est vraiment un phénomène de dépression avec le phénomène de déflation qui est derrière et baisse des prix, baisse des salaires et donc qui entretient en fait la contraction de la demande. Donc il peut y avoir un soutien budgétaire qui reste massif et qui compense un peu, mais il n'y a pas d'amorce en fait de remontée. Ça, c'est le scénario le plus possible. C'est le L. Entre le V et le L, il y a une multitude de profils et de lettres. Il y a le U. Le U, c'est celui dont on parle le plus en ce moment, encore que Jean-Marc Vittori des Échos, lui, croit plutôt, il me disait le whoosh de Nike. Voilà, alors il y a la racine carrée aussi, avec la deuxième jambe. Alors c'est plus compliqué à imaginer, mais la deuxième jambe du V de la racine carrée qui serait plus petite que la première jambe, ouais. et une branche, vous voyez, qui démarrerait modestement. Ça, c'est la racine carrée décalée un petit peu. Alors ça, c'est effectivement c'est les plus nombreux, puisqu'on parie que ce redémarrage va être très lent, malgré les tombereaux de liquidités des banques centrales, les politiques budgétaires très expansionnistes. Les entreprises vont sortir exsangues, très endettées, et avec un véritable problème de fonds propres. Aujourd'hui, c'est le débat qui monte. On a résolu en partie à très court terme la question de la crise de liquidité, mais demain, ça va être la question des fonds propres et donc de la vague de faillite qu'il y aura. Et en creux. Pardon, j'ai du mal à comprendre juste concrètement pourquoi vague de faillite. On a évité le pire en étouffant l'incendie, voilà, en reportant les cotisations, avec des prêts. Et pourquoi quand ça repart, on se dit mais si ça repart, elles iront mieux les boîtes? Ben non, parce que vous allez avoir une contraction très très importante des chiffres d'affaires, des pertes qui sont monstrueuses et donc des entreprises qui mangent leur capital et donc un vrai problème de fonds propres. Ça ne redémarre pas suffisamment pour recréer de la valeur, c'est ça? Et donc aujourd'hui, c'est ce qui inquiète
le plus les économistes, c'est pas tellement le aujourd'hui ou demain, c'est après-demain, c'est-à-dire l'automne, avec cette situation de fonds propres et de avec quasi-fonds l'idée propres. qu'on retire la perfusion, encore une fois la béquille, le soutien de l'État au travers des reports de charges ou autres. Oui, parce que ça ne fait pas. Vous avez des reports de charges, ça ne veut pas du capital. Le capital, il est mangé par les pertes. Parce que l'activité redémarre, mais pas suffisamment pour générer des bénéfices, mais donc des pertes. Et quand il n'y a pas assez de capital, les pertes mangent le capital, c'est ça? Mangent le capital, et donc ça fragilise considérablement les entreprises, et donc ça les rend beaucoup plus vulnérables à ce risque de faillite. Et donc ça veut dire impossibilité aussi quand vos fonds propres sont totalement réduits. C'est difficile aussi d'obtenir de nouveaux prêts auprès des banques. C'est difficile aussi de rembourser les prêts que vous avez contractés, parce que là aussi, on parle de maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer dans un an quand il faudra que ces entreprises remboursent les monceaux elles peuvent les différer garantis. le remboursement. Le prêt, encore une fois, on en parlera avec le patron de la BPI qui va venir nous voir dans les prochains jours, mais au bout d'un an, elles peuvent très bien choisir de reporter l'échéance de ce prêt contracté là maintenant sur plusieurs années. C'est pas de l'argent magique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'a pas été question ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Et donc, on va quand même avoir, mais sur une longue période d'ailleurs, des entreprises qui vont être très, très endettées. Et cette question de la dette, elle est même peut-être plus cruciale aujourd'hui pour les entreprises que pour les États. Ouais. Juste, il est pas si dramatique. On laisse de côté là, le suspense pour la fin, le fameux scénario en W dont on parle de plus en plus. Mais juste, le U, il est grave ou pas? Enfin, il n'est pas exceptionnel ce scénario en U, mais il n'est pas si dramatique non plus, non? Ça repart, mais doucement, c'est ça? Ça repart. C'est-à-dire que la phase où on est en bas du U peut durer longtemps. Et la remontée du U, c'est aussi un U qui est un petit peu brinque-ballon. Donc un peu Nike. Je reviens sur le sigle Nike. C'est ça remonte, c'est descendu, mais c'est. Voilà. Bon, après, alors il y a le W. Voilà, le W, c'est un peu le nouveau scénario qui monte, c'est ça? C'est le scénario qui monte et qui a été développé par un économiste américain qui était un ancien conseiller économique d'Obama, qui est professeur à Harvard, qui s'appelle Jeffrey Frankel, et qui dit, lui, si on mêle sanitaire et économique, il dit attention à ce scénario du W. En clair, il dit attention à ne pas se retirer trop tôt. Et il pointe deux exemples dans l'histoire, ce qui s'est passé sur la grippe espagnole, entre 1918 et 1920, et ça c'est sur la question du scénario sanitaire, et ce qui s'est passé en 1937, entre 36 et 38, sur le scénario économique. Alors, sur la première question sanitaire, le lendemain de la grippe espagnole. La grippe espagnole a frappé les États-Unis début 2018. Il y a eu une deuxième vague en septembre 2018. 1918, pardon, 1918, et qui a duré en fait jusqu'en 1920. Et beaucoup d'historiens ont étudié cette période et ont regardé ce qui s'est passé, notamment dans les villes américaines. Il y avait une ville américaine qui avait très très bien géré la première vague, c'était San Francisco, avec des mesures de distanciation, des fermetures d'écoles, des masques obligatoires, à tel point qu'ils avaient réussi à réduire la mortalité durant cette première vague de la grippe espagnole de 25% par rapport au reste des États-Unis. Et ils ont fait la victoire un peu trop tôt, ils ont levé les restrictions en novembre et ils ont été frappés de plein fouet par une deuxième vague bien plus meurtrière et qui fait qu'au global, le nombre de morts en fait sur la séquence, sur ces 2 années, est bien plus importante à San Francisco que sur la plupart des villes américaines parce qu'ils ont levé ces mesures de restriction beaucoup trop tôt. Donc le parallèle, c'est quoi là? Le parallèle, c'est ce risque de deuxième vague de contamination. Bien sûr. Qui contraindrait à faire du stop and go et à reconfiner, c'est ça? Et à reconfiner, tout à fait. Alors la deuxième référence historique là est plus économique. C'est le resserrement de la politique monétaire et le durcissement un peu aussi de la politique budgétaire en 1936. 36 aux États-Unis. Roosevelt
est à la manœuvre depuis pas mal d'années. Il a fait effectivement son fameux New Deal qui a marché. Il y a une reprise. L'économie semble enfin vraiment plus saine et vraiment repartir en 1936. Et là, on se dit, bon, ben voilà, on va commencer à durcir un peu la politique budgétaire, à faire moins de relance budgétaire, à normaliser un petit peu la politique monétaire. Ça avait mis d'ailleurs longtemps. Ce qui avait été le problème dans la gestion de la crise de 29, c'est que les politiques monétaires avaient mis du temps à réagir. Et en 36, on se dit, bon ben voilà, il faut un peu retirer un peu des liquidités. Et alors là, c'est la rechute très grave de 1937 et 1938 où l'économie américaine retombe en récession ces 2 années parce que aussi le soutien économique, la politique économique à la fois budgétaire et à la fois monétaire, on s'est retiré trop vite. Je comprends, Béatrice, ces repères historiques après voilà, la deuxième vague de contamination. Voilà, Mais bien sûr, l'histoire ne se répète pas. Et le fait qu'on retire ces béquilles monétaires ou budgétaires, voilà, j'ai du mal, ouais, non. L'histoire ne se répète pas. Ouais, elle bégaye parfois. Elle bégaye parfois. Il n'empêche que il faut quand même à la fois l'enseignement notamment de 37-38 est intéressant. C'est-à-dire que on est parti. Il faut peut-être se dire que nous sommes partis pour des soutiens budgétaires et monétaires qui vont durer bien au-delà de l'année 2021. Oui, mais ça ne plaide pas pour un scénario en W, ça, pour le coup. Comment ? Ça ne plaide pas pour un scénario en W ? C'est-à-dire, si on n'intègre pas le fait que ça va durer bien au-delà de 2021-2022, là, c'est le risque, c'est qu'on ait une période de reprise et après, à un moment où on veut normaliser les politiques économiques, on rechute et c'est là qu'on a le W. Ouais. Et en quoi ce scénario en W gagne en crédibilité aujourd'hui? Parce que c'est pas le plus plausible, non? C'est pas le plus plausible, encore qu'en Allemagne, vous avez déjà des voix au sein de la CDU qui, quand le plan de relance, l'énorme plan de relance qui a été, donc de soutien budgétaire qui a été annoncé, ont aussi présenté en même temps un plan de redressement des finances publiques à terme. Donc, dans certains pays, ils sont déjà en train de réfléchir à demain. Qu'est-ce que l'on va faire? On voit qu'il y a certaines personnes qui pensent déjà à parler de hausse d'impôts. On ne peut pas aujourd'hui imaginer des hausses d'impôts ou conditionner des baisses d'impôts, par exemple, sur les sociétés dans cette période actuelle. Bon, le scénario qui est quand même, on va dire, pas le plus la cote, mais le plus probable, ça reste le U avec la jambe du rebond un peu inclinée. Hein. Oui, mais il faudra faire aussi très attention aux chiffres. C'est-à-dire qu'on aura peut-être dès la fin de l'année, mettons au dernier trimestre 2020 ou en 2021, des chiffres de croissance qui seront positifs. C'est très possible qu'on ait sur 1 ou 2 trimestres des chiffres même de 5 ou 6%. Mais qui ne vont pas vouloir dire grand-chose. C'est-à-dire, si vous rebasez tout ça, vous étiez à 100 une base 100 avant le corona, vous êtes tombé pour une entreprise par exemple à 30. Alors évidemment, à un moment, vous allez remonter à 50 ou à 60, mais vous serez toujours 30 ou 40% inférieur à ce que vous étiez au début. Donc, grande question de savoir à quel moment, en 2021, 2022 ou encore plus tard, on va poser la question en quelques instants à Jean-Pierre Petit. C'est la question, c'est à quel moment allons-nous retrouver le niveau antérieur de la récession? Et ça va prendre sans doute des années. Il faut que les marchés, d'ailleurs, et c'est la transition peut-être qu'avec ce qui suit avec Jean-Pierre Petit, il faut que les marchés en prennent conscience. Voilà. Avant de se quitter, Béatrice, on vous remercie. La couverture de cette semaine de l'Express qui vient de sortir. La couverture de l'Express est sur les nouvelles stars médiatiques que sont les médecins. Qui trustent leur place sur les plateaux télé. Qui trustent les places sur les plateaux télé. Et question, est-ce que l'exécutif les a trop écoutés? Voilà, à lire cette semaine dans le magazine L'Express. Merci beaucoup, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'hebdomadaire. Merci, bye. Beaucoup, au revoir.